Donc aujourd'hui, on va parler de ce monument, du pont Napoléon. Et à travers le pont Napoléon, on va parler surtout du moyen de franchissement du Tarn et donc du Tarn aussi. Il faut revenir à l'origine. Parmi vous, il y en a que je connais, d'autres moins. Ça, c'est l'image la plus ancienne de Moissac, au XVIe siècle. Et ça donne une bonne idée, bien sûr, de la situation de Moissac. Pourquoi Moissac s'est développé sur ce territoire et pas ailleurs? Bien sûr, il y a l'abbaye. Donc quand on regarde cette image, l'abbaye est ici, au pied des coteaux. Et autour de l'abbaye va se développer une ville. Donc on est là au Moyen-Âge. Mais avant le Moyen-Âge, qu'est-ce que c'était? Alors si on regarde ici, on a très bien la topographie. C'est les coteaux argilo-calcaires du Bas-Quercy. Donc on est ici au pied des derniers coteaux du Bas-Quercy, à côté du Tarn, la plaine après Tarn et Garonnaise. Et surtout à 3 km de Moissac, on a la confluence avec la Garonne. Donc on a une situation plutôt intéressante. Sur les coteaux argilo-calcaires, situation sud, on va cultiver du vin, de la vigne pour faire du vin. Et ça dès l'Antiquité. Dès l'Antiquité, il n'y a pas de ville ici à Moissac, mais il va y avoir des grosses villas gallo-romaines, ces grosses fermes, et on en connaît 3. L'une qui n'a jamais été étudiée, c'est la villa du Bartac. Il y a un petit lieu-dit, le Bartac, où on connaît un peu plus le château du Bartac, mais il y a une zone où il y a sans doute une villa gallo-romaine, puisqu'on a retrouvé des fûts de colonnes, quelques pierres sculptées. Ça a été retrouvé au milieu du 19e siècle. Et puis le propriétaire, je l'ai rencontré, je n'ai jamais été sur place, mais il m'a dit que quand il passe le labour, il retrouve toute une zone où il y a des coquilles d'huîtres. Les riches romains pouvaient manger des huîtres, c'était un mets apprécié. Donc la villa du Bartac, à découvrir, à fouiller dans les années à venir. Une villa qu'on connaît beaucoup mieux, c'est la villa qui est au niveau d'Intermarché. On le dit Pignol bas. Donc ça, c'est dans les années 2000, on construit ce grand supermarché et on aménage un parking, sauf qu'on découvre des vestiges, il va y avoir des fouilles pendant plusieurs mois, et il s'agit d'une villa gallo-romaine du 1er siècle. Et on parle d'une exploitation vinicole. Ça veut dire qu'on cultive de la vigne et on fait du vin. Dans cette villa, on a retrouvé un chai, un pressoir, un fouloir, donc c'est la preuve que dès le 1er siècle, on produit du vin à Moissac. On produit du vin, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ce vin? Il n'y a pas de ville, il n'y a que ces grosses fermes. Donc ce vin, on va l'exporter pour le vendre, grâce au Tarn. Donc c'est pas pour rien qu'il y a ces grosses exploitations qui se développent sur Moissac. On a un territoire intéressant au niveau des sols géologiques, argilo-calcaires, très bien pour la vigne. Il y a des sources, les coteaux sont remplis d'eau de source, donc on peut boire, aucun souci. Et surtout, on a cette rivière qui se jette dans la Garonne, donc c'est une sorte de carrefour de voies fluviales, sachant que les rivières et les fleuves à l'époque, c'est les autoroutes. Très pratique pour transporter et exporter ces marchandises. Donc on a la villa du Bartac, la villa du Pignol bas, et une autre villa qu'on connaît. On ne connaît pas la villa, mais on connaît un des bâtiments de cette villa, c'est celle de Saint-Martin. Comment était cette villa? On ne sait pas. On connaît juste le balnéaire, c'est l'église Saint-Martin aujourd'hui. Donc un riche propriétaire, assez riche pour se construire ses propres bains privés. À Saint-Martin, ce n'est pas des thermes publics, c'est vraiment un balnéaire privé. Donc ça, c'est dès l'Antiquité. Au moins 3 villas, sans doute d'autres villas aussi. Il n'y a pas que des villas sur les bords du Tarn, il va aussi y avoir des villas sur les coteaux, quand on s'avance vers Lozerte, mais là, on ne sait pas. Donc ça, c'est suite à des découvertes futures, fortuites. Donc pour l'Antiquité, au Moyen-Âge, l'abbaye est fondée au pied des coteaux. Comme c'est une abbaye très puissante, il y a déjà des petits bourgs par-ci par-là, les maisons vont se déplacer, venir s'agglomérer autour de cette abbaye. On parle de bourgs monastiques. C'est typique du Moyen-Âge et surtout de l'époque romane. À l'époque romane, les villes naissent, se développent autour de lieux centralisateurs. Ça peut être une église, une abbaye, on parle d'un bourg monastique. Ça peut être d'un château, dans ce cas-là on parle de bourg castral. Mais ça peut être aussi autour de moyens de franchissement, un pont, un carrefour routier. Il va y avoir une multiplication des échanges, du commerce, et donc autour de ces zones de carrefour peuvent aussi se développer des villes. Pour l'époque romane. Donc Moissac, on cumule 2 choses. On cumule à la fois l'abbaye, à l'origine du bourg monastique, mais on est aussi sur un carrefour. Pour l'instant, je ne vous ai parlé que des voies fluviales, le Tarn, la Garonne. Mais dès l'Antiquité, il y a aussi un gué qui permet de traverser ce Tarn.
Imaginez qu'il ne ressemble pas du tout à ça, le Tarn à l'époque. L'été, il est beaucoup plus bas, on peut pratiquement traverser à pied, et l'hiver, il déborde. C'est une rivière plus sauvage. Aujourd'hui, elle est canalisée. Il y a des barrages, le barrage de Malloz, depuis 1971. Le niveau d'eau est monté de 3 mètres. Donc, ça, il faut l'oublier pour l'instant. Imaginez qu'en cette saison, peut-être qu'il y aurait une crue prochaine, puisque c'est la saison des crues, l'été, on traverse à pied. Donc, franchissement ici, un gué. C'est aussi pour ça que la bille va sonder là, parce qu'on peut traverser le Tarn à cet endroit. Et alors, on va avoir un pont. Quand vous regardez cette image, après je vous la ferai passer, ce qu'il faut repérer, c'est les coteaux à l'arrière. La ville ici de Moissac, circulaire, ceinturée par des remparts. La villa Intermarché, c'est dans cette zone. Le Bartac, c'est par ici. Saint-Martin, c'est là. Au sud de la ville, donc au sud des remparts, on a des champs, des faubourgs. Et ici, vous avez les vestiges d'un pont. Les vestiges, il n'est pas en construction, il est détruit. Je vous dirai pourquoi plus tard. On est là en 1574. Ce pont, on a longtemps dit que c'était un pont gallo-romain. C'est possible, les érudits du 19e siècle parlent d'un pont gallo-romain. Très ancien, pourquoi pas, ça veut dire que le pont est antérieur à la ville. Il y a d'abord un pont, et la ville se développe par la suite, puisque la ville est médiévale. Pourquoi pas? Parmi les membres de l'association Mémoire et Patrimoine, il y a notamment Monsieur Potal. Est-ce que j'ai une photo? Hop, ici. Alors, ce n'est pas la photo de Monsieur Potal, mais de sa mère et de sa sœur. On est là dans les années 1940-1950. Et donc, ces deux dames sont sur les piles d'un pont. L'ancien pont dit gallo-romain. Un pont de briques, on voit très bien la maçonnerie de briques. J'ai une autre photographie à vous montrer. Alors ça, je vous les ferai passer. Ici, vous avez... On va s'avancer d'ailleurs pour voir. Il ne pleut pas trop, on va s'avancer. On a ici donc des piles de briques qu'on verrait encore aujourd'hui, les vestiges de ces fondations, de ces piles, si le niveau du Tarn descendait, si on asséchait le barrage de Malloz, on verrait à nouveau apparaître ces piles. Et à l'intérieur de cette maçonnerie, on aurait retrouvé des médailles romaines, gallo-romaines. Ça serait une justification pour dire qu'il s'agit bien d'un pont gallo-romain. Sauf que ces médailles, moi je ne les ai jamais vues. Donc pour l'instant, si on en croit les érudits, oui, mais maintenant il faut quand même des preuves un peu plus tangibles, tout à fait. Dans tous les cas, ce pont est très ancien, au minimum au XIIIe siècle, puisqu'au XIIIe siècle, il y a déjà des travaux de restauration de ce pont. Donc ça veut dire qu'il est déjà ancien, qu'il faut restaurer. Donc il est peut-être gallo-romain. Alors je vous passe ces images. Il pleut, j'ai l'impression, un peu moins. Donc on va... un peu... Ah oui. On n'allait pas rester. Oui, on va rester là. Pour l'instant, on va rester là. Alors, je vous passe quand même les images. Donc ça, c'est des images. Alors, je ne sais pas de quelles années. Une époque où il y avait des travaux au niveau de la retenue de Malloz. Et c'est la famille Sunez qui a pris ces photographies. Et donc ça, c'est la photographie de la famille Potal. Donc avec ces deux dames. Le moulin à l'arrière. Un moulin dans le style art déco. On est là dans les années 40-50. Et on voit là carrément, on voit très bien ces piles. Hein. C'est à quel niveau? C'est ici, là? Alors, où est-ce que c'est? C'était là. Alors, ça va être... Tout à fait. Si on regarde ici... Alors après, je vous passe cette image. On a la ville. On a une grande porte fortifiée au sud de la ville. C'est la porte Saint-Jacques. Vous connaissez peut-être l'église Saint-Jacques. C'est l'église en pierre. C'est le quartier Saint-Jacques, le faubourg Saint-Jacques. Et il y avait une porte fortifiée qui permettait de passer à travers les remparts. C'est ici, la porte E. Il y a la légende, la lettre E. Porte Saint-Jacques, et de là, on a une rue qui descend directement à côté du moulin. Ici, vous avez le moulin, et juste à côté du moulin, vous avez le pont. L'ancien pont, on va dire le pont gallo-romain. Pour l'instant, on est d'accord, on dit gallo-romain. Donc, on a cette rue qui descend, et ça va devenir la rue du Port. Et cette rue du Port, elle a été rebaptisée en 1877, rue Lagrèze-Fossat. Donc aujourd'hui, il suffit de s'avancer un tout petit peu. Vous voyez le monument aux morts qui est là-bas. Quand on est devant le monument aux morts, il y a une rue qui a été refaite l'année dernière qui remonte vers la ville. C'est la rue Lagrèze-Fossat, ancienne rue du port. Donc le port à l'origine, il est de cette zone et il se poursuit vers le quartier Montebello. Je parle de port. Il ne faut pas imaginer des quais maçonnés, etc. Ce sont juste des berges, comme ici. Même principe, ce sont des berges qui descendent tranquillement vers la rivière.
Les bateaux descendent de la rivière, les gabarres, ces bateaux à fond plat descendent dans les décharges, etc. Il y a des barques qui font les allers-retours. Donc c'est un port, mais un port modeste. Ce n'est pas un grand port maçonné comme on a aujourd'hui. Mais c'est vraiment le port. D'ailleurs, sur ce dessin, on repère très bien ici, à côté du... Alors le P, c'est ce pont, je vais en reparler. Le Q à côté, c'est une légende que vous n'avez pas parce qu'elle est en bas de l'image. C'est le port qui est ici. Et on voit 5-6 bateaux qui sont amarrés. Donc, ils sont à peu près dans la zone où nous sommes. Le moulin, il est là-bas. Donc, l'ancien pont gallo-romain, dit gallo-romain, va être entre le moulin de Moissac et le nouveau pont. Alors, si on s'avance un tout petit peu, mais on ira peut-être plus tard, ou par vous-même, vous avancez, il y a une sorte de petite jetée qui a été maçonnée. C'est pratique pour les pêcheurs et notamment pour les pêcheurs handicapés. Ils peuvent s'avancer jusqu'au bord. Et il y a un panneau qui a été posé à côté qui parle de cet ancien pont gallo-romain et de ce port. Ça, c'était l'emplacement, en fait. Il faut imaginer dans la continuité le pont qui se poursuit, qui rejoint à peu près le bout de l'île Beaucaire. Vous êtes d'accord? Donc, voilà. Oui, ça correspond. Sur les piles. Oui. D'accord. Donc, c'est vraiment là dans l'axe. Hein. Moi, j'ai vu des photos, mais j'ai jamais vu l'emplacement. On arrive à voir... Enfin, non, aujourd'hui, on n'arrive plus rien à voir. Mais il y a des photos anciennes où on devine une sorte de frémissement au niveau de l'eau quand il y a des photos avec une vue un peu plus aérienne et on suppose que c'était l'emplacement de ces piles. On en saura sans doute plus sur ce pont et sur ce réseau d'eau dans 1 ou 2 ans puisqu'il y a une étudiante qui travaille sur les aqueducs souterrains et sur les anciennes voies fluviales, sur tout le réseau d'eau, que ce soit voie fluviale ou voie souterraine. Donc ça fait 1 an qu'elle travaille dessus, elle poursuit l'année prochaine, donc on en saura plus. Elle étudie notamment les anciennes photos pour comprendre où passaient ces bateaux, puisqu'on est un port important. Ils étaient allés les bateaux ou ils étaient à voile? Alors quand on descend, alors pas à voile, quand on descend pas besoin, hop, on descend le courant. Par contre, on peut remonter certains bateaux. Mais ça, c'est le principe de la navigation fluviale. La plupart des bateaux, une fois qu'ils arrivent à Bordeaux, à leur destination, ils peuvent être abattus, démembrés et le bois va être utilisé pour autre chose. C'est les plus gros bateaux, ceux qui ont coûté le plus cher, qui vont être remontés, aller pour être remontés. Donc, Moissac, il y a des bateaux qui passent dès l'Antiquité, ça devient un port important dès le Moyen-Âge, on produit du vin, on exporte ce vin. D'ailleurs, on boit le vin de Moissac à la cour de France. Il y a un poème à l'époque du roi Philippe Auguste où il y a tous les vins de France qui sont énumérés, dont le vin de Moissac. Donc, un port important. Ce port, il va connaître une nouvelle explosion au XVIIe et XVIIIe siècle avec le commerce des farines. Énormément de farine, on fait descendre des grains du Quercy, de l'Albigeois. Ces grains, on les stocke dans des grandes maisons, qu'on va appeler les hôtels de minotiers. Les minotiers sont ces grands négociants, ces riches négociants, qui achètent les grains, qui les stockent, qui les amènent ensuite au moulin pour les moudre, ils obtiennent une farine, et on tamise cette farine, et la farine de la plus belle qualité, ce qu'on appelle la fleur de farine, on la met dans des pipes. Les pipes sont des tonneaux hermétiques, qu'on charge ensuite sur ces gabarres, on descend le Tarn et la Garonne, on arrive à Bordeaux, et là on traverse l'Atlantique jusqu'aux Antilles. Donc vous voyez, on a un port qui est vraiment à l'origine de l'économie et du développement économique de Moissac. Je vous parlerai peut-être des activités économiques tout à l'heure. Revenons à notre ancien pont gallo-romain. Donc on sait qu'il existe peut-être depuis l'époque gallo-romaine, certainement, et c'est avéré, au moins depuis le XIIIe siècle. Là, il n'y a pas de doute. C'est un pont fortifié. Si on regarde ce dessin, vous avez une tour fortifiée rive droite, côté Moissac, et une autre tour rive gauche. Vous connaissez sans doute le pont Valentré à Cahors, qui possède 3 tours de fortification. C'est très courant au Moyen-Âge. Chaque pont de franchissement, il y avait des tours qui protégeaient. En cas d'attaque, on bloquait les portes. C'est une manière de se protéger, et c'est aussi une manière... Un péage, bien sûr. Ceux qui franchissent ce pont payent un péage. C'est une manière de contrôler la circulation sur ce pont. Voilà, péage, on comprend très bien. Donc ici, on voit très bien ces tours fortifiées. Donc imaginez un pont fortifié qui traversait Moissac. Au XIVe, ce pont va s'effondrer. 1338, il est effondré. Problème d'entretien parce qu'il est très ancien, il manque de l'entretien, il s'effondre. Il va être reconstruit par un tablier de bois. À partir de cet effondrement, ce pont ne sera plus en briques. Les piles restent en briques, mais à chaque fois qu'on le reconstruit, c'est un tablier de bois. C'est pas très solide. Vous imaginez que dès qu'il y a une crue, forcément, le pont va être à nouveau emporté. C'est le cas au XIVe siècle.
En 1520, on essaye de le reconstruire, il nous manque des sous, la ville de Moissac n'a pas assez de sous. Le roi de France, François Ier, en 1520, autorise la municipalité à lever un impôt spécifique pour relancer la construction de ce pont. Et donc, 1520, on remet un tablier de bois. Ça dure une quarantaine d'années. Et ça va être démoli. Non pas par l'inondation, mais par les Moissagais. Pourquoi ? On est en 1560. On est en pleine guerre de religion. Moissac est catholique. Montauban est protestante. Et les Moissagais ont peur que, de Montauban, l'amiral de Coligny qui mène les armées protestantes ne vienne à Moissac. Et donc, pour éviter le passage sur le Tarn, ils démolissent même ce pont. Les siècles suivants ont tenté de le reconstruire, il y a des crues, et ainsi de suite. Et en fait, la plupart du temps, impossible de traverser le Tarn. Alors, comment fait-on ? En bac. Des bateaux, des bacs qui traversent le Tarn pour permettre de passer à la fois les gens et les marchandises d'un côté et de l'autre. C'est dangereux. Le Tarn est navigable que certains mois par an. L'été, ce n'est pas assez navigable pour les bateaux. Le port ne fonctionne pas l'été, il n'y a pas assez d'eau. Et au printemps, il y a trop d'eau. Donc, on ne circule pas non plus. Finalement, les bateaux circulent sur le Tarn avec leurs marchandises que quelques mois par an. Par contre, les gens ont besoin toute l'année de traverser. Donc, même lors des crues, même lorsqu'il n'y a pas assez d'eau, on continue à faire passer les gens. D'où des bacs qui se renversent, des morts, ainsi de suite. Ça va être aussi une des raisons de la construction de ce nouveau pont. Pour le Moyen-Âge, je crois que j'ai à peu près terminé. À vous de repérer donc le moulin de Moissac, le moulin du Bidounet qui est ici, en face. Il y avait au Moyen-Âge 9 moulins sur le Tarn. Ils n'ont pas forcément tous existé en même temps, mais au long du Moyen-Âge, 9 moulins, dont quelques-uns importants, le moulin du Bidounet et le moulin de Ricard, qui sont les plus importants, qui vont résister, qui vont être conservés et agrandis au fur et à mesure des siècles, jusqu'au XXe siècle. Donc ici, pour vous repérer des pêcheurs, les bateaux, puisqu'une rivière c'est un lieu de ressources, on pêche, on se nourrit, c'est un lieu de navigation, de circulation, et puis c'est aussi un lieu de destruction, puisqu'il y a des crues. On parle du pont, tout à l'heure je vous montrerai des photos d'autres inondations qui ont pu avoir lieu. C'est assez flagrant. Donc cette image, je vous la passe. Et d'ailleurs, si on regarde cette image, donc ce portrait de Moissac du XVIe siècle, vous allez voir que sur le Tarn, il y a des îles. Aujourd'hui, on a un grand bassin. Imaginez des îles, notamment 2 îles. L'île de Cap d'Est, c'est une île qui est en amont de ce pont, au niveau du moulin. D'ailleurs, c'est une île assez longue et qui presque amène l'eau jusqu'au niveau du moulin. C'est très pratique, ça fait presque une chaussée qui amène l'eau jusqu'au moulin. Du coup, au Moyen-Âge, les bateaux ne pouvaient pas passer rive droite. Ils passaient rive gauche, côté Saint-Benoît. Et ensuite, ils traversaient ici et rejoignaient ce qu'on appelle aujourd'hui les allées Montebello. Donc le port est vraiment dans cette zone parce que tout simplement, en amont, ce n'est pas possible. Il n'y a pas assez d'eau, donc on passe de l'autre côté. Ici, vous avez une photographie, on voit le pont qui est le nouveau pont, et on voit surtout donc, ces îlots qui apparaissent l'été, des îlots de gravier, une chaussée, parce qu'il y avait une chaussée qui permettait aux bateaux ensuite de passer rive droite. On avait aménagé la rive droite pour permettre aux bateaux de longer Moissac, c'était plus pratique que de longer la rive gauche et ensuite traverser pour rejoindre ici. Donc pour ça, dès le XVIIe siècle, on va construire, on appelle ça un pertuis ou un passelis. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un passelis. C'est les ancêtres de l'écluse. Une écluse, on a des portes. Donc le bateau rentre, on ferme les portes, le niveau baisse et le bateau ressort. Le passelis, c'est juste une pente. Le bateau avance, il y a une digue, donc il est bloqué par la digue et on crée juste une ouverture où l'eau coule assez rapidement et le bateau il descend, c'est une sorte de cascade pour bateau, ce qui est dangereux. Donc jusqu'au XVIIe siècle on avait un passelis et ensuite on va construire une écluse qui existe toujours aujourd'hui, qui est au pied du moulin. Sauf qu'aujourd'hui il n'y a plus de porte puisque le niveau de l'eau est le même d'un côté et de l'autre. Ici aussi, là on a 2 visions du Tarn avant la construction de Malloz, du barrage de Malloz. Donc c'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas d'avoir cette vision. Ça, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Donc, problème à Moissac. On n'a pas de pont. Il faut traverser en bac, ça coûte cher, il y a des accidents. Dès les années 1787, on est encore sous l'Ancien Régime. Louis XVI réussit à avoir des ressources, un financement qui va donner aux provinces
à l'administration provinciale et ces ressources vont être dédiées aux ponts et chaussées. Donc Moissac, comme de nombreuses autres villes, écrivent un mémoire pour justifier la construction d'un nouveau pont, en argumentant de l'intérêt de Moissac, de l'importance aussi de la route Castel-Moissac de l'autre côté. Vient d'être construite la route qui rejoint encore aujourd'hui Castel-Sarrazin. Cette route, elle est sur une sorte de petit monticule, elle est insubmersible. C'est l'abbé Loménie de Brienne, à la fin du XVIIIe siècle, qui a construit cette nouvelle route. On a une nouvelle route qui arrive ici, mais là, il n'y a pas de pont. Donc, on termine en bateau. C'est problématique. Donc, tout ça, c'est des arguments pour avoir des subsides. Sauf que l'administration provinciale est submergée par les demandes de construction de nouveaux ponts et la demande est défavorable. Ce n'est pas accepté. Donc, ça tombe à l'eau. On est en 1787. Ça tombe à l'eau. 1789. Révolution française. Il y a des cahiers de doléances. À Moissac, on fait des cahiers de doléances et on demande bien sûr la construction d'un nouveau pont. Toutes ces doléances sont réunies, résumées au sein d'une assemblée qui est à Lauzerte. Et eux-mêmes refont un nouveau tri. Et ils suppriment le souhait de Moissac de la construction d'un nouveau pont. Encore une fois, projet avorté. 1794. Vous voyez que c'est assez rapide. 1787, 89, 94, ça s'enchaîne. 1794, le département du Lot à l'époque, le département du Lot, la municipalité de Moissac s'entendent pour lancer une étude pour construire un nouveau pont. Et on fait une étude qu'en finance, qui est financée, et on projette la construction d'un nouveau pont, mais à l'emplacement de l'ancien, sur les piles de l'ancien pont. L'étude est payée, mais il n'y a pas les sous pour poursuivre. On est à la Révolution, Ça change pas beaucoup. tout l'argent est consacré aux armées. On est en guerre, donc l'armée est privilégiée, et ça tombe à l'eau encore une fois. Il faudra attendre 1808, avec la création du département du Tarn-et-Garonne. On est l'un des derniers départements créés. Napoléon est à Montauban. Il crée le département du Tarn-et-Garonne. Très bien. Il revient en fait. Lui, il a un circuit, il était en Espagne. Il y avait les guerres d'Espagne. Il remonte par Bayonne, il arrive à Montauban, il crée le département. Et ensuite, il veut se diriger vers Agen. Et il traverse Castel-Sarrazin très rapidement. Désolé pour Castel-Sarrazin, il ne fait que passer. Et à Moissac, il faut bien traverser ici. Donc, depuis plusieurs mois, la municipalité essaie de trouver des sous pour accueillir dignement l'empereur. Et on construit un pont de bateau pour pouvoir traverser. L'empereur et sa cour, l'impératrice, il y a toute la cour, il faut qu'ils puissent traverser. Donc on construit un pont de bateau avec des arcs de triomphe d'un côté et de l'autre. La musique, vous imaginez le décor, des fleurs, etc., trompettes. Et aussi, on fonde une garde nationale, une garde d'honneur, pas une garde nationale, une garde d'honneur à Moissac. Et voilà le costume. Ils sont très beaux. Donc ça, c'est le costume. Alors ça a été, il fallait trouver aussi le financement. La ville de Moissac a peu de moyens. Mais on a une garde d'honneur qui est créée à la fois cavalerie et infanterie, tout simplement uniquement pour accueillir l'empereur. Donc comme ça, il y avait des allées. Et il paraît que ceux qui étaient à l'arrière n'avaient pas de tenue. Les premiers avaient une tenue, les derniers n'en avaient pas parce qu'il n'y avait pas de moyens. C'était des figurants. Je passe cette image. Donc on est en 1808. L'empereur est très content, il arrive ici, il traverse et il va dans une maison qui est juste en face. Alors, en repartant, on ira la voir. Une auberge. On l'appelait l'auberge du Lion d'Or. Ça s'appelait comme ça, l'auberge du Lion d'Or. Et c'était une veuve qui la tenait, Madame Lafleur, qui tenait cette auberge. Et Napoléon arrive avec l'impératrice et il mange à l'intérieur. Alors, avant, c'est pas Madame Lafleur qui a cuisiné, c'est les cuisiniers de Napoléon qui sont venus en amont, qui ont cuisiné. Et donc, Napoléon mange sur place. Il ne reste qu'une heure, il ne dort pas sur place. S'il y a des Moissagais qui vous disent Napoléon a dormi à Moissac, c'est faux. Il est resté qu'une heure. Le temps de manger et de discuter avec le maire. Et il demande avec le maire, le baron Détour, ce qu'il souhaite pour sa ville. Et alors lui, il demande une sous-préfecture, puisqu'il y a un nouveau département. Il demande que Moissac soit la nouvelle sous-préfecture de ce département, et aussi la construction d'un pont. Et Napoléon accepte à la fois la sous-préfecture, il lance par décret en décembre 1808 la construction de ce pont, et en même temps il instaure à Moissac un collège et un tribunal. Pour l'anecdote, le premier président de ce tribunal est Pierre Delbreil. Alors, Pierre Delbreil était révolutionnaire, il faisait partie de la Convention,
et il avait voté la mort de Louis XVI. Ça va lui jouer des tours quelques années plus tard, puisque ce pont, 1808, on commence les travaux. Très vite, on va arrêter. Il y a des guerres napoléoniennes, à la fin des années de l'Empire, on arrête les travaux. Le pont est laissé en stand-by. Il faut attendre 1820 pour que les travaux recommencent. En 1820, on n'a plus Napoléon, c'est le retour de la monarchie. Les Bourbons sont revenus au pouvoir. Louis XVIII, puis Charles X. Et donc 1820-1824, on termine les travaux. Le 19 décembre 1924, il y a une grande cérémonie, une sorte d'inauguration avec une messe dans l'église abbatiale. On traverse la ville, il y a à la fois l'évêque de Montauban, le préfet et le maire de Moissac, le baron des Tours. On traverse et on pose la dernière pierre de ce pont. Sous cette pierre, un coffre en chêne. À l'intérieur, une boîte de plomb. À l'intérieur de cette boîte de plomb, un coffre en acajou. Tout ça pour conserver 2 médailles du 19 décembre 1924, ainsi que l'équerre qui a servi à la construction de ce pont. Donc grande cérémonie, et on inaugure ce pont et on va l'appeler le pont Marie-Thérèse. Pas Napoléon. On est en 1824. L'Empire c'est fini, c'est le retour des Bourbons. Et Marie-Thérèse, qui est-ce? C'est la fille et la femme. Alors, le plus important finalement, c'est presque la fille. C'est la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. C'est leur dernier enfant qui a survécu à la Révolution française. Donc on la considère, les monarchistes la considèrent comme la véritable dauphine de France. Et en plus, elle a épousé le fils de Charles X. Charles X, c'est le frère de Louis XVI. Donc c'est l'oncle de Marie-Thérèse et elle épouse son fils. Donc c'est à la fois son oncle et son beau-père. Bon, et son cousin germain, ça se fait à l'époque, donc c'est les lignées royales. En tout cas, elle épouse son cousin germain. L'héritier du trône, c'est la future reine de France. Et son anniversaire, le 19 décembre. D'où cette cérémonie, le 19 décembre 1824. Et ce pont, Marie-Thérèse. Alors, Marie-Thérèse, c'est pas pour rien qu'on a donné le nom à ce pont, c'est qu'elle était venue avant à Moissac. En 1814, à la fin de la chute de l'Empire, Marie-Thérèse, en tant qu'héritière de la monarchie, fait tout un circuit en France pour visiter les fonctionnaires et les grandes villes de France, préfecture, sous-préfecture. Moissac est alors une sous-préfecture. Elle vient sur place, elle rencontre le maire et elle rencontre aussi Pierre Delbreil. Pierre Delbreil qui avait voté la mort de son père. Donc ça, c'est très mal vu dans l'entourage de Marie-Thérèse. On projette même à un moment donné de l'arrêter, ou en tout cas de le rejeter en dehors. Il était président du tribunal, mais néanmoins, on va le tolérer parce que parmi la cour, il y en a quand même quelques-uns qui sont un peu plus tolérants. À Paris, il y a Fouché. Alors Fouché, je ne sais pas si vous le connaissez. Alors pas personnellement, c'est un ministre. Alors il était très important sous Napoléon, c'était le ministre de la police de Napoléon. Donc il avait été révolutionnaire, il a lui aussi voté la mort de Louis XVI. Puis il avait travaillé pour Napoléon, ministre de la police. Quand Napoléon a chuté, il a trahi Napoléon, il s'est remis tout de suite avec les Bourbons. Mais quand Napoléon est revenu en France pendant les 100 jours, il est revenu avec Napoléon, puis il est retourné avec les Bourbons. Il passe son temps à trahir, il est très ambitieux. Et à l'époque, il est ministre de Louis XVIII. Donc parmi cette cour, on s'attaque au pauvre Pierre Delbreil, moissaguais, qui s'était permis de voter, comme beaucoup d'autres députés révolutionnaires à l'époque, la mort de Louis XVI. Et parmi l'entourage de Marie-Thérèse, il y en a un quand même qui a tenu ce rôle en disant si on tolère à la cour royale Fouché, qui a voté la mort de Louis XVI, qui a trahi, ainsi de suite, ambitieux, cruel, si on le tolère à la cour royale, on peut tolérer Pierre Delbreil à Moissac. Donc Pierre Delbreil continue à être président du tribunal. Ça c'était pour l'anecdote. Donc Marie-Thérèse est venue à Moissac. D'où l'inauguration de ce pont, Marie-Thérèse. On ouvre ce pont en 1826 à la circulation. Et il va être rebaptisé en 1852 par Napoléon III, le neveu de Napoléon Ier. Il vient à Moissac en 1852 et on rebaptise le pont Pont Napoléon. Donc depuis 1852, c'est le pont Napoléon. Nous, on ne va pas le faire, il pleut un peu trop. Mais certains parmi vous sont venus à pied de Saint-Benoît. Si vous repartez, vous allez marcher sur le trottoir ouest. Donc à droite, quand vous repartez vers Saint-Benoît, il y a une calade sur le trottoir. C'est donc un trottoir réalisé en galets.
Il y a une date au centre, 1852. Voilà, ça vient de là, puisque c'est là où le pont est rebaptisé pont Napoléon. Que vous dire de plus pour l'instant sur ce pont, sur Napoléon? Je vais vous dire une petite chose, bon, peut-être tout à l'heure. Où se trouve le coffre? Alors logiquement, il est sur la dernière arche, donc le pont il est légèrement brisé au niveau de la clé-voûte de la dernière arche. Maintenant, je ne sais pas où est ce coffre. Il faudrait peut-être un jour regarder, voir si on peut le réouvrir. On va pas, c'est des mauvaises idées, ne dites pas ça parce qu'il va y avoir des gens qui vont partir. Qui l'a construit, les constructeurs? C'était qui? C'était des locaux? C'était des... Non, alors, les ouvriers sont sans doute des locaux. Les ingénieurs, logiquement, c'est les ingénieurs des ponts et chaussées. Parce que c'est une demande de l'État. C'est l'État qui va construire. D'abord, c'est Napoléon Ier. Et ensuite, ça va être c'est l'administration qui finance la construction de ce pont. Donc, c'est les ponts et chaussées. Le nom de l'ingénieur, précisément, je ne connais pas. Non, parce qu'il a quand même un style. Il a un style assez classique. Il est très solide. Vous allez voir, il a résisté à plusieurs choses. Après, le pont canal qui lui ressemble finalement, lui aussi il est en briques, lui aussi il a une arche où on a des pierres qui sont plutôt des éléments décoratifs, l'alliance de pierres et de briques. Le pont canal qui a été construit 20 ans plus tard, au milieu du 19e siècle, on connaît le nom de l'ingénieur. C'est De Bodre qui a conçu à la fois le canal et ce pont. Ici, je n'ai pas retrouvé, on devrait le retrouver dans les archives, mais je n'ai pas retrouvé le nom de cet ingénieur. Donc on construit un pont, très bien, problème. Pour descendre vers le port, rien n'est fait. Donc on va créer des rampes. Par la suite, ça se fait plus tard, les rampes qu'on utilise aujourd'hui en voiture. Et pour fermer l'ensemble, on va construire un hémicycle. Les deux façades où il y a d'un côté l'hôtel du pont Napoléon, de l'autre côté on a une façade aveugle. Bien à l'origine, c'était deux façades aveugles. Elles étaient là uniquement comme écran pour accueillir les gens qui traversaient le pont. Ici, vous voyez, on a donc ces façades avec des affiches qui sont collées sur ces murs. D'ailleurs, ici, on a les colliers de Lu. Alors, ce n'est pas l'affiche de Bouissé, c'est juste le biscuit Lu qui est écrit. Là, on a Picon, ceux qui connaissent le Picon bière. Et on est là, donc, dans les années fin 19e siècle. Moissac est une ville rurale. Donc là, vous avez des troupeaux de chèvres qui pouvaient aussi traverser. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Hein. Donc, imaginez un côté beaucoup plus rural. Donc là, on a la même, je vous fais passer. Et ici, une autre photographie, même époque, toujours pareil, fin 19e, début 20e siècle, ça n'a pas encore été ouvert. Les ouvertures sont toujours bouchées ici. Les ouvertures sont bouchées, mais je veux dire, c'est des bâtiments qui sont... C'est juste des façades d'écran, à l'origine. Derrière, il n'y a pas forcément des maisons. À l'origine, on a les maisons portuaires le long du port. Quand on construit le pont, on vient détruire des maisons pour faire passer ce pont ici. On détruit des maisons, on en redétruit 20 ans plus tard pour faire les rampes qui descendent de chaque côté. Donc on a détruit des maisons et il faut donc recréer cet hémicycle pour finir cette entrée de ville. C'est une véritable entrée de ville. À côté, on a des maisons anciennes. La maison qui est à ma droite, on la connaît parce qu'elle a accueilli les enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une maison ancienne du XVIIIe siècle. À la gauche, la maison est ancienne elle aussi. Par contre, cette façade n'est que de 1865, la façade en hémicycle. Et derrière, existe toujours la maison plus ancienne. Cette façade vient juste rajouter comme une façade d'écran. Et seulement par la suite, du côté gauche, on va percer des fenêtres pour faire l'hôtel du pont Napoléon. Donc là, il va y avoir des travaux pour en faire une façade véritable d'un bâtiment. Mais ces travaux par la suite, on va relier le bâtiment plus ancien et la nouvelle façade. À l'origine, c'est des façades purement écran. C'est juste un mur et derrière, il n'y a pas forcément quelque chose. Des maisons ou pas, mais après, ça va se relier, ça va se rejoindre par la suite. Mais il faut pour ça la volonté du propriétaire. C'est pour ça qu'il a fallu plusieurs dizaines d'années pour que, à gauche, ça soit fait. À droite, c'est jamais fait. Et ça sera probablement jamais fait parce que le propriétaire n'y voit pas son intérêt. Lui, ce n'est pas sa façade principale. Sa façade principale donne sur la petite place Chataille-Bouly-Simon. Donc il n'a pas intérêt à lui d'ouvrir de nouvelles ouvertures sur la route. Ici, on parlait d'activité économique. C'est un port depuis le Moyen-Âge. Je vous ai parlé du vin au Moyen-Âge, de la farine au XVIIIe siècle. Et on continue au XIXe siècle. Le Tarn est un grand lieu de circulation de marchandises. Jusque quand? À votre avis, je vous pose une question. Avant le chemin de fer. Le canal, jusqu'à la construction du canal. On est là dans les années 1840. À partir de là,
tout le commerce fluvial passe au canal. Ça dure une dizaine d'années et dans les années 1850, il y a la voie ferrée, Sète, Toulouse, Bordeaux. Et à partir de là, toutes les marchandises qui circulaient sur le canal passent sur la voie ferrée. Et aujourd'hui, ça passe sur l'autoroute par les camions. Donc il y a eu, en même pas un siècle, il y a eu comme ça une évolution très très rapide des lieux de circulation des marchandises. Alors ici, pour l'anecdote, et certains parmi vous sans doute se sont baignés dans le Tarn, avant la construction du barrage de Malloz en 1971, puisqu'à partir de là, le niveau d'eau est monté de 3 mètres. Jusque-là, l'été, il y a des îles qui apparaissent et on venait s'y baigner. Là, on est dans les années 1920. On a construit des tentes, on élevait des tentes pour venir se changer. Et ensuite, on se baignait à côté. C'est les tenues 1920, on voit les canotiers. La plage était l'île qui était dans cette zone. Il y avait plusieurs plages. Il y en avait une ici donc, qui est en amont du pont Napoléon. Donc là, on a la chaussée du Moulin qui est ici. Donc le moulin est à ma gauche. Et là, on a une petite île. Et d'ailleurs, c'était assez réglementé puisqu'il fallait se baigner entre 5h30 du matin et 8h du matin. Après, c'était fermé. Et à partir du soir, à partir de 16h, on pouvait à nouveau se baigner. Après, on travaillait le reste du temps. Donc on n'allait pas se baigner. Par contre, de l'autre côté, je vous passerai l'image. On a des enfants. Je crois que cette photo, alors j'ai du mal à la dater. Elle est plus récente, peut-être les années 40, 50 ou 60. Ça, ces enfants, j'ai essayé de repérer où est-ce qu'ils étaient. À mon avis, ils sont dans cette zone ici, en aval du pont. À l'arrière, on voit quelques platanes et des maisons. Il me semble que c'est les allées Montebello. Donc ici aussi, il y avait une plage et on pouvait aussi s'y baigner. C'est ce qu'on voit ici. Il y a même des cordes pour délimiter la zone de baignade. Entre 40 et 60. Mais là, c'est difficile de pouvoir s'en rendre compte. On voit le coteau derrière. On voit le coteau, on voit les maisons. C'est forcément, oui. Autre chose aussi. Sur les berges du Tarn, au pied du pont. Là, on retrouve le pont. Les petites îles, les façades en hémicycle qui ne sont pas encore ouvertes. À l'arrière, les coteaux. Aujourd'hui, on a la même vision, on voit plein d'arbres sur les coteaux. Ce n'était pas le cas à l'époque. C'était de la vigne. Et là, notamment du chasselas à ce moment-là. Et ici, vous avez des femmes, les lavandières, qui lavent leur linge. Alors bien sûr, on allait laver son linge courant pour le laver ici. Et une fois par an, c'était la grande lessive. Alors, il y a des occitánophones parmi vous. Cette grande lessive, on l'appelle la bugado. Comment on dit? C'est ça, la bugado. Ça s'écrit autrement, mais on le prononce bugado. C'est la grande lessive, mais on lavait du linge propre. Une fois par an, on prenait le linge, on le mettait dans des grands tonneaux avec de l'eau bouillante et on mettait par-dessus des cendres de chêne. Les cendres, elles passent à travers les fibres des tissus et le lendemain, on pouvait récupérer ces tissus, ces draps, venir les rincer dans le Tarn et on les étendait le long du Tarn. Donc lors de ces grandes lessives, vous aviez plein de draps blancs qui étaient étendus entre les arbres le long des berges. Et ici, on voit les lavandières en action sur leur banc, en train de taper et de laver leur linge. Il y avait une activité phénoménale autour du Tarn et autour du pont. Lieu de circulation, il y avait le port, il y avait les lavandières. Donc imaginez vraiment beaucoup de bruit autour de cette zone. Merci. Alors cette photographie, je l'ai retrouvée dans les archives. Il y en a une de chaque côté. C'est intéressant parce qu'on voit vraiment les piles dans l'intégralité. Aujourd'hui, on voit qu'elles sont bouchées. Là, le niveau, il est ici, parce que le niveau d'eau est monté. Là, vous avez les piles avec même les fondations et l'enrochement qui permet de consolider la fondation des piles. Donc ça, c'était la hauteur du pont originelle. Maintenant, on voit que c'est beaucoup plus remonté. D'ailleurs, ici, à l'origine, quand c'était conçu à l'origine, l'eau passait ici. Cette arche a été bouchée dans les années 1860 pour permettre de relier les deux zones du port sans passer par le pont. C'était très malaisé de remonter, de traverser à chaque fois. Donc dans les années 1860, au moment où on construit l'hémicycle, on assèche cette arche pour en faire passer les gens ici. Donc vous voyez que ça s'est fait en plusieurs temps. Hop. Et de l'autre côté, la même chose, on voit la hauteur du pont. Et un pêcheur, il y a un côté, là je trouve, assez pas folklorique, mais pêcheur, son canotier qui est ici. On voit la chaussée du moulin qui est à l'arrière,
Et on voit également des îles qui apparaissent et une autre chaussée ici, maçonnée, qui permettait de canaliser l'eau pour permettre au bateau de circuler le maximum possible sur la rive droite du Tarn, donc côté Moissac. Et pour terminer, avant d'être vraiment frigorifié, on va peut-être finira sur une anecdote, mais juste avant, sur les inondations. Rappelez-vous, le Tarn, il y a des crues régulières, et c'est très courant. Depuis l'origine, les crues ont détruit l'ancien pont au fur et à mesure qu'on le reconstruisait. Entre 1900 et 1930, en moins de 30 ans, il y a eu 13 crues. Donc 1930 n'est qu'une crue parmi d'autres, sauf qu'elle est beaucoup plus importante que les autres. Je ne vous fais pas l'histoire de cette inondation, ça sera l'occasion, vous connaissez, ou ça sera l'occasion d'en reparler une autre fois. C'est juste ici, vous avez une photographie. Le photographe, il est sur le pont. Le moulin, il est ici, il est dans cette zone ici. Là, vous avez ce qu'on appelle le vieux port. Là, c'est l'auberge. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, je vais vous le redire. Là, on a la rue du port, aujourd'hui la rue La Graisse-Fossat. Donc, vous voyez, c'est entièrement, mais plus qu'inondé. Il y a des mètres et des mètres d'eau. Et ici, de l'autre côté, alors ça, c'est pas l'inondation de 1930, c'est une inondation antérieure. La rue La Graisse-Fossat, on se croirait à Venise, en fait, on a des barres carrément au milieu de la rue. Et on voit le pont à l'arrière. Je vous passerai cette image. Pour terminer, une chose que j'ai oubliée, je vais vous le dire. L'auberge où a mangé Napoléon, c'était l'auberge du Lion d'Or. Suite à la venue de Napoléon, la municipalité décide d'appeler cette auberge l'hôtel du Grand Napoléon. Et ça va s'appeler l'hôtel du Grand Napoléon jusqu'à la chute de Napoléon. Là, ça pose problème, retour des monarchistes. Et donc, ensuite, on va rebaptiser l'hôtel de la Marine ou l'hôtel de l'Ange et de la Marine. Donc d'abord, auberge du Lion d'Or, puis, quelques années, hôtel du Grand Napoléon, et ensuite, auberge de l'Ange et de la Marine. Oui, il n'était pas grand du reste. En plus. Donc je vous passe ces images, elles sont vraiment, c'est vraiment très très surprenant. Et dernière anecdote au sujet de ce pont, beaucoup plus récente, 1996, un film est tourné à Moissac, Un Noël en Quercy. Je ne l'ai jamais vu ce film. C'est un film, Un Noël en Quercy de Raymond Pinotto, avec quelques acteurs, je n'ai pas retenu les noms. Sauf qu'au tout début de ce film, alors c'est un Parisien qui arrive dans une ville du sud de la France, donc c'est Moissac, pour passer Noël en famille. Et il arrive, il est trempé, parce qu'il vient de sauter du pont pour récupérer une femme qui se noyait. Sauf que bien sûr, ce n'est pas l'acteur qui saute du pont en hiver pour aller sauver une jeune femme. On a fait appel à un pompier de Moissac, Henri Bajon, qui va sauter plus d'une fois. Parce que pour que le film soit bien, il faut plusieurs prises. Donc il a dû sauter de 12 mètres à plusieurs reprises pour pouvoir garder une scène. Donc voilà, ça c'est l'anecdote. C'était le cascadeur, c'est un Moissagais, un pompier de Moissac. Donc voilà, moi je vais m'arrêter ici. Même on n'a pas quitté cet abri parce qu'il n'a pas cessé de pleuvoir. Donc par vous-même en repartant, soit vous repartez de ce côté-là, vous avez donc l'auberge où a mangé Napoléon. On voit très bien que son soleilloux dans la partie haute. Il y a aussi une plaque qui explique rapidement cette histoire-là. De l'autre côté, vous avez les allées Montebello. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps pourquoi Montebello. Peut-être qu'il y en a qui le savent parmi vous. Alors, ça peut être lié à Napoléon, parce que lors des guerres d'Italie de Napoléon, il y a eu une victoire napoléonienne à Montebello, une petite bourgade en Italie. Mais en fait, on appelle ces allées Montebello depuis 1859, parce qu'en 1859, il y a une autre victoire française sur les Autrichiens à Montebello, par le général Joffre à l'époque. Et donc, pour commémorer cette victoire, la même année, on baptise ces allées Montebello. À l'époque, on appelait ça le quartier du port ou le quartier des pipiers, puisque c'est là où on fabriquait les pipes, ces tonneaux pour transporter les farines. Oui. Les petites cabanes. Tout à fait. Les petites cabanes que vous avez au bout, elles sont que d'un côté d'ailleurs, si vous regardez. Les petites guérites, les échauguettes qu'on a à l'entrée du pont, côté Saint-Benoît. Ce sont les bureaux de l'octroi. Le bureau de l'octroi, c'est quoi? C'est tout simplement un impôt, une taxe, un péage, pas pour les gens, mais pour les marchandises. La nourriture, les boissons, les matériaux de construction, tout ce qui va être aussi les produits agricoles, c'est taxé à l'entrée de la ville. Donc au niveau du pont, bien sûr. Il y a aussi un bureau d'octroi au niveau du port du canal, au niveau de la gare. Du côté de Saint-Martin,
À l'opposé, du côté du faubourg Sainte-Blanche, quand on part vers Montauban, et au pied du Brésidou, côté de la bibliothèque. Il y avait 6 bureaux de l'octroi, les grands axes qui rentraient dans Moissac pour taxer les marchandises. Cet octroi a été utilisé, on a dû payer l'octroi jusqu'en 1928. Donc ça a duré assez longtemps. Depuis, dans le bureau de l'octroi que vous avez donc à l'ouest, donc en aval du pont, vous avez des appareils informatiques qui envoient par laser, qui calculent le niveau du Tarn. Ça permet de contrôler le niveau du Tarn. Donc c'est dans cette petite guérite que vous avez les outils de mesure. Avant que ce soit informatisé, il y avait une échelle à mesure qu'on voit toujours aujourd'hui. Il faut s'écarter. Du côté de Saint-Benoît, vous avez cette échelle à mesure. Elle est à Montauban. À l'origine, jusqu'en 1930, elle était sur le moulin. Après les inondations, elle a été déplacée sur le pont Napoléon. Bon, maintenant, elle est inutile puisque c'est un laser qui calcule en temps réel le niveau d'eau. Quelqu'un qui passe de regarder le niveau du Tarn. Tout à fait. Mais il faut descendre de l'autre côté pour le voir. On ne le voit pas. Mais c'est vrai que c'est une utilité aujourd'hui de cette petite guérite. Donc, c'est pas vide à l'intérieur. Elle a été construite en même temps que le pont? En même temps que le pont, tout à fait. Puisqu'il y avait, avant il y avait le bac, le péage, ça existait dès l'origine, et quand on construit le pont, on conçoit l'octroi. C'est des revenus municipaux. C'est une taxe qui est versée directement à la ville. Donc une taxe municipale qui a duré jusqu'en 1928. C'est les villes elles-mêmes qui, au fur et à mesure, elles supprimaient cette taxe. Moissac l'a gardée assez longtemps. Elle fait partie des villes qui l'ont gardée le plus longtemps. Les autres ponts sur le Tarn. Il y en avait où avant celui-là? Au moins à Montauban. Il y avait Ah, Montauban. Et à Agen. Mais il y avait Moissac. Il y avait que Moissac. Oui, c'est pour ça que c'est un lieu qui est important, un lieu de carrefour important. Aujourd'hui, vous avez le pont Canal, et puis il y a le nouveau pont qui traverse aujourd'hui, c'est le pont de Quercy-Gascogne, qui est très récent finalement. Oui, Jusqu'à la construction de ce pont, tous les camions passaient par ici. Après, c'est la française. Et après, c'est la française. Le pont, il est des années 30. Voilà, avant les années 30, je ne suis pas sûr qu'il y en avait un. Il y en avait un avant 1930 ? D'accord. Donc là, je ne connais pas assez du côté de la française. Je ne sais pas s'il était au même endroit, mais je sais que j'ai un parent qui est resté coincé toute une nuit et qu'on lui a donné une maison en Galais. Là, c'était un journal qui nous donnait une maison, qui a donné 2 ou 3 maisons dans le département. Et ce parent a eu cette maison, elle y est toujours, près du Sola. Donc il y avait un pont sur le Sola. D'accord. Donc là, on est plus vers la française, c'est déjà loin, surtout quand on circule à pied ou en âne. Dernière chose, pour le Moyen-Âge, quand il y avait l'ancien pont, ce pont dépendait de la municipalité, donc des Moissagais, et ils avaient le droit de pêcher uniquement sur ce pont. Parce qu'en dehors de ce pont, le droit de pêche n'appartenait qu'à l'abbaye de Moissac. Et l'abbaye de Moissac, ce n'est pas les moines qui allaient pêcher, ils concédaient le droit de pêche à des particuliers qui achetaient un fief sur cette rivière. Donc les Moissagais ne pouvaient pêcher que l'eau au niveau de l'eau du pont en fait. Donc ils étaient sur le pont, ils pêchaient sur le pont. Voilà, on parlait des ponts. Donc c'est le droit de pêche. On va s'arrêter là. Bon café à tous. Hop, ceux qui veulent voir les images, je les ai ici.